Et à tous. Alors moi, voilà, donc cette conversation est maintenant enregistrée, donc il faut que je fasse attention à ce que je dis. Je suis Cécile Beer, je suis conseillère départementale en charge du suivi du projet éducatif départemental, donc aux côtés de Vincent Dany, qui est vice-président à l'éducation au sein de ce conseil. Je suis heureuse de représenter aujourd'hui Michel Ménard, président du département de Loire-Atlantique, et ce, donc, comme je vous l'ai dit, en tant qu'élu aux côtés de Vincent Dany. Nous nous réunissons aujourd'hui pour lancer l'édition 2023-2024 du concours national de la résistance et de la déportation, alors que les derniers témoins de la Grande Guerre ont depuis longtemps disparu et qu'il en sera bientôt de même pour les témoins de la Seconde Guerre mondiale. Il y a un peu plus de 2 ans, souvenez-vous, est décédé Hubert Germain, le dernier des 1038 compagnons de la Libération. Se pose donc la question de la continuité de l'histoire, de ce que nous appelons aussi le devoir de mémoire et que nous portons, vous portez auprès des collégiennes et des collégiens. Comment en effet donc pourrons-nous raconter l'histoire quand les derniers témoins, les dernières personnes qui pourraient dire oui, je l'ai vu, s'en seront tous allés? C'est, je crois, une des nombreuses questions à laquelle tente de répondre ce concours national de la résistance et de la déportation depuis bientôt 60 ans. Combien de générations de collégiennes et de collégiens ont déjà participé à ce concours? Combien ont déjà eu entre les mains des documents, des photos, des preuves? Combien ont déjà tenté de mettre des mots sur cette période maudite? Chacune et chacun de ces jeunes a en réalité, excusez-moi, et peut-être sans le savoir, fait acte de transmission. Écrire, parler, échanger en classe ou en famille sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est déjà jouer ce rôle, c'est déjà agir pour que l'indicible ne puisse jamais se reproduire. Et cet objectif a de nouveau été rempli grâce à la nouvelle édition de ce concours. Le thème retenu cette année, donc résister à la déportation en France et en Europe, m'a interpellée et intéressée à 2 titres. En sortant d'une dimension purement française pour aller sur le champ de l'Europe, c'est l'idée d'un drame collectif, vécu par tant de peuples et de pays, qui est mise en avant. Aller dans ce sens, c'est aider à comprendre ce que purent être les prémices de la construction européenne, constituée autour d'une communauté une communauté de souffrance sur un champ de ruines de la taille d'un continent. De même, étudier la question de la résistance à la déportation, mais aussi de la résistance en déportation, c'est mettre en avant tous les mécanismes collectifs et initiatives individuelles, toutes les actions organisées ou spontanées qui se rejoignent autour d'un seul mot d'ordre: refuser et combattre la terreur de masse. Alors que l'année 2023 a marqué le 80e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie, le rôle de ce concours est donc grand dans l'éducation de nos jeunes. Je voulais vous apporter une information pour le concours aussi, c'est que le conseil départemental apporte une contribution sous forme d'un recueil de documents sur cette thématique de cette année, qui sera envoyé aux établissements. Nous en avons des exemplaires ici. Donc, comme à chaque fois, les archives ont travaillé sur la thématique de l'année. Et je voudrais conclure en félicitant toutes et tous les jeunes qui participent cette année au concours national, et surtout les remercier, comme je souhaite remercier également leurs enseignants. Les remercier car en apportant leur pierre à l'édifice de la mémoire, ils et elles contribueront à la transmission d'une histoire qui ne doit pas mourir. Les témoins disparaissent, mais l'histoire perdure. Je vous remercie. Je vais laisser maintenant la parole à Madame Gasté de l'Éducation nationale. Merci. Merci. Mesdames, Messieurs, alors je remercie tout d'abord le président du conseil départemental, M. Ménard, le vice-président, M. Danis, et Madame Beer, qui est à mes côtés en tant que conseillère départementale chargée du projet éducatif départemental, pour leur accueil dans cette salle qui bénéficie de moyens tout à fait intéressants qui permettent d'être en visioconférence avec des personnes nous suivant à distance, de manière à permettre la diffusion la plus large de cette rencontre. Alors, comme d'habitude, le jury du CNRD se déroulera au lycée professionnel Arago de Nantes. Il est prévu le mercredi 10 avril 2024, donc c'est une date à réserver dans nos agendas. Il est à noter cette année une modification des modalités de fonctionnement des jurys au plan académique.
En effet, jusque-là, les jurys délégués départementaux choisissaient l'ensemble des productions à faire remonter au plan national, un ou deux prix par catégorie selon leur participation passée. Désormais, tous les jurys délégués auront à choisir une composition et une seule par catégorie qui sera envoyée de façon certaine au ministère. Mais il leur est ouvert la possibilité de distinguer dans une liste complémentaire 1 à 4 travaux collectifs ou devoirs individuels à proposer au jury académique qui sélectionnera lui-même dans cette liste complémentaire les œuvres devant être présentées au jury national. Cela permettra de donner une chance supplémentaire à certains travaux et donnera pleinement son rôle de jury au jury académique qui, jusqu'alors, n'avait qu'un rôle de validation des prix qui lui étaient proposés. J'en profite pour vous annoncer avec un très grand plaisir que nous avons reçu hier une annonce, j'espère que c'est parvenu jusqu'aux équipes, un des lauréats distingués par le jury académique délégué de Loire-Atlantique et validé par le jury académique a été récompensé au niveau national. Donc il s'agit de Sacha Laurençon Markopoulos du lycée Grand Air de la Baule. Je ne sais pas si nous avons des représentants du lycée Grand Air dans la salle ou en visio. Mais bravo à cet élève en particulier, à l'ensemble des élèves et des équipes pédagogiques qui ont accompagné cet élève dans sa production qui est récompensée au niveau national. Nous l'avons reçu hier et normalement, monsieur le proviseur a reçu la même information que nous. Alors, pour rappel, afin de vous permettre de préparer la prochaine session du CNRD et d'articuler au mieux les niveaux académiques et départementaux, Monsieur Dury, qui est l'inspecteur donc pédagogique régional chargé du CNRD au niveau académique, propose une formation sur le concours national de la résistance et de la déportation dans le cadre du plan académique de formation. Cette formation est ouverte aux enseignants d'histoire-géographie, mais également de lettres, lettres-histoire pour les lycées professionnels, de documentation, de lettres et d'art plastique. Elle aura lieu le mercredi 10 janvier 2024 aux archives départementales du Maine-et-Loire. Elle comprendra des temps d'apport scientifique sur la thématique annuelle, une présentation des ressources disponibles dans l'Académie de Nantes et des conseils méthodologiques. 3 conférenciers seront présents. Tout d'abord, Vincent Duclerc, qui est inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Puis Claire Podetti, qui représentera l'association Convoi 77. Et enfin, Léa Martin, qui est doctorante à l'Université de Nantes, rattachée à l'UFR d'histoire. Des représentants de l'ONAC 49, des services d'archives départementales des 5 départements, du Mémorial des déportés de Mayenne, du musée de Châteaubriand, ont également confirmé leur présence à cette formation. Je remercie Madame Touzé, je l'ai vue en arrivant. Voilà, on s'est salué dehors. Donc, je remercie Madame Touzé, présidente de l'association Les Relais de la Mémoire, pour sa présence et son caractère proactif, j'allais dire, mais en tout cas, son dynamisme, allez, je vais le dire ainsi, pour l'organisation du CNRD. Et puis, je remercie également l'Association des Amis du Musée de la Résistance de Châteaubriand, qui, comme chaque année, a réalisé une exposition sur le thème annuel du concours. Cette exposition, vous le savez, je le rappelle, est mise tous les ans gratuitement à disposition des établissements d'enseignement qui en font la demande. Je remercie également Monsieur Éric Brossard, qui est professeur agrégé d'histoire et qui interviendra sur le sujet de cette année, c'est-à-dire résister à la déportation en France et en Europe, sujet qui, pour la première fois, conjugue les 2 thèmes du concours et projette ceci hors des frontières de l'Hexagone. Alors, la circulaire départementale vous parviendra prochainement. Elle précisera évidemment les modalités du concours. Donc, elle parviendra à tous les établissements de Loire-Atlantique. Pour terminer ce propos, je vous propose d'observer 1 minute de silence à la mémoire de Monsieur Dominique Bernard, enseignant assassiné à Arras, et à la mémoire de Jean-Paul Lemaguet, administrateur du musée de la Résistance de Châteaubriand, avec lequel nous avons travaillé depuis de nombreuses années sur le CNRD et qui est décédé le 6 mai dernier.
Donc, on va pouvoir commencer la conférence. Juste une information. Habituellement, on propose la disposition en visibilité dans le hall. Cette année, malheureusement, avec les circonstances liées à la fermeture du parking souterrain, donc le conseil départemental n'a pas été en mesure de nous laisser pas une possibilité de mètres carrés disponibles pour mettre cette exposition. Donc, si vous voulez la voir, c'est uniquement au musée ou à défaut, si elle circule dans vos établissements respectifs. Voilà. Bon, je laisse la parole à Eric. Oui, bonjour à tous. Je vais donc disparaître assez rapidement pour laisser la place aux documents que je voudrais donc vous présenter en appui de mon intervention. Donc, l'objectif est de traiter le thème de cette année, donc résister à la déportation en France et en Europe. Alors, je vais essayer d'aborder le thème plutôt avec un regard du fait des documents que je vous présenterai plutôt français, mais avec une ouverture européenne pour aller dans le sens de ce qui a été rappelé dans les interventions précédentes. Et donc, j'espère qu'à l'issue de cette intervention, vous aurez d'autres éléments, car je ne doute pas que vous avez déjà commencé les uns les autres à travailler et à réfléchir sur cette question. J'espère que vous aurez, oui, également peut-être des remarques, des interventions à faire. Donc, n'hésitez pas à l'issue de cette intervention d'intervenir à votre tour. Alors, je vous demande juste quelques instants de patience afin de pouvoir basculer sur le document. J'espère que normalement tout doit s'afficher correctement. Voilà, donc ce thème donc a été bien sûr l'objet d'un dossier national donc qui a dû arriver dans les établissements scolaires, qui est disponible sur le site de la Fondation de la Résistance et que vous pouvez télécharger à partir d'EduScol. Et donc, les axes retenus par les deux fondations, la Fondation de la Résistance et la Fondation pour la mémoire de la déportation, qui, du fait du sujet, ont travaillé ensemble pour piloter ce dossier. Donc, plusieurs axes ont été privilégiés. Les déportations dans l'Europe sous domination allemande, résister à la déportation, résister en déportation, et puis une ouverture, juger, témoigner et transmettre. Ces éléments donc permettent déjà d'avoir une première approche du thème, une première réflexion. Donc, je vous propose une analyse succincte. D'abord, ce thème a des limites chronologiques et géographiques, donc la période de la guerre, même s'il n'y a pas d'éléments chronologiques indiqués dans l'intitulé du thème. C'est également la France et l'Europe sous domination nazie. L'Europe étant perçue comme un espace qui permet des comparaisons, mais aussi c'est un espace dans lequel se retrouvent la plupart des déportés partis de France qui vont forcément sortir du territoire national et se retrouver dans différents territoires, que ce soit dans les limites du Reich ou au-delà. C'est aussi la volonté, bien évidemment, de lier la résistance et la déportation, ce qui fait que ce thème est à l'interface de thèmes qui ont pu être précédemment proposés, ce qui fait que des ressources ont pu être mobilisées assez facilement et plus rapidement peut-être que les années précédentes de ce fait. C'est aussi la volonté d'aborder simultanément la déportation de répression et la déportation d'extermination. Là aussi, c'est une approche qui est devenue assez classique lorsque des thèmes ont abordé la question de la déportation. Et puis, c'est une approche, j'y reviendrai aussi, qui invite peut-être plus que d'habitude encore à travailler sur des parcours individuels et collectifs. Alors, cette approche de la résistance à la déportation suppose une perception large de la notion de résistance. Toutes les formes de résistance sont envisagées, qu'elles soient individuelles ou collectives, qu'elles soient organisées ou non, qu'elles se fassent à l'intérieur des systèmes qui sont mis en place ou à l'extérieur. Voilà, donc on a vraiment toutes les formes de résistance, d'une manière ou d'une autre, peuvent être évoquées et abordées et rencontrées à l'occasion du travail sur ce thème. C'est aussi une définition large de la notion de déportation. Donc, la déportation qui est perçue d'abord comme un transfert forcé d'un lieu à l'autre en passant ou non une frontière. Lorsque l'on a, par exemple, des transferts de population au sein de la Pologne occupée par les nazis, on ne passe pas de frontières, mais on peut quand même on peut considérer qu'il y a déportation. La définition correspond davantage à la situation des déportés qui sont partis de France. C'est la déportation aussi en tant que processus, c'est l'ensemble des modalités qui permettent ce transfert forcé. Et puis, c'est la déportation en tant que phénomène, avec la distinction qui s'opère au travers de l'usage ou non de la majuscule.
la déportation en tant que phénomène étant considérée comme l'ensemble du système des camps de concentration et des centres de mise à mort. Ce qui est inclus dans le thème, ce sont les ghettos, qui sont considérés comme des lieux de regroupement avant la déportation. Et d'ailleurs, certains ghettos ont été des étapes indispensables à la mise en place du processus de déportation. Ce sont aussi les prisons du Reich, puisque un certain nombre de déportés partis de France, si je reprends l'exemple français, ont été déportés dans le Reich, mais sont restés emprisonnés. Alors, soit ils ont été envoyés en prison dans l'attente de leur procès, qui les a ensuite amenés à se retrouver dans les camps de concentration, mais certains ont pu aussi rester dans les prisons et forteresses du Reich jusqu'à la libération. En revanche, ce qui est exclu du thème, c'est le STO et plus généralement le travail forcé hors des camps de concentration. Je reviendrai sur ce point précis qui mérite une attention particulière. Ce sont aussi les camps d'internement en France et en Afrique du Nord. Si les détenus concernés ne sont pas déportés par la suite dans un camp de concentration ou dans un centre de mise à mort. Les camps d'internement en tant que tels ne font pas partie du sujet. Et puis, les Einsatzgruppen non plus, dans le sens où le processus de déportation, c'est le fait d'amener les victimes jusqu'à leur bourreau, alors que les Einsatzgruppen, c'est le phénomène inverse, ce sont les bourreaux qui se déplacent jusqu'à leurs victimes. Et donc, ces actions massives de mise à mort perpétrées par des commandos de tuerie, voilà, c'est un thème qui, a priori, peut être abordé dans d'autres thème du CNRD, mais pas dans celui-ci. Il faut qu'il y ait quand même déplacement, d'où l'insistance aussi sur la déportation avec un petit d. Alors, au niveau de l'analyse du thème, la difficulté est majeure, et je crois que j'essaierai de revenir à plusieurs reprises sur ce point, c'est déterminer où commence et où se termine la résistance à la déportation. Ce qui veut dire qu'un des points importants, c'est de repérer et d'évaluer l'importance de la prise de conscience de la menace de la déportation. Ça veut dire, cela suppose de connaître et de comprendre les politiques mises en œuvre, ce qui est une difficulté quand on est dans l'événement. Avec le recul de l'historien, les choses sont plus faciles et je pense que c'est un point qui méritera peut-être d'être travaillé avec les élèves. Voilà, pour aussi essayer d'expliquer pourquoi certaines attitudes ont été adoptées. Il est toujours plus facile de juger lorsque l'on sait quelle sera la suite des événements. L'autre difficulté aussi, qui forcément est un élément dans la prise de conscience, c'est la nature de la menace, si c'est la répression ou l'extermination, et son évolution dans le temps et dans l'espace, selon le moment où il est question de résistance à la déportation. La perception est plus ou moins forte, les moyens sont plus ou moins importants, et selon l'endroit où l'on est, les opportunités sont plus ou moins grandes aussi. Et puis, c'est également la question du recours à des formes de résistance qui sont utilisées pour d'autres motifs. Il peut y avoir des formes de résistance qui amènent une résistance à la déportation, mais pour autant, ces formes de résistance peuvent exister et que lorsqu'on les repère, rien ne dit que ces formes de résistance sont utilisées dans la perspective d'une résistance à la déportation. Voilà, donc c'est quelques éléments qui méritent quand même d'être précisés. Donc, pour résumer, les écueils qui sont à éviter, c'est ne pas lier résistance et déportation. Vraiment, le sujet y invite fortement, ce qui veut dire que le fait d'être déporté, quel que soit le motif, ne suffit pas. Donc, quand on travaille sur un parcours, il faut quand même qu'il y ait un moment ou un autre, avant, pendant ou après, même si après, on est à la limite du sujet, il faut quand même qu'il y ait une forme de résistance qui existe. Et j'insiste encore une fois, la déportation ne suffit pas en tant que telle. Attention aussi ne pas faire de cas particuliers des généralités. Il faut se rendre compte, et j'essaierai de l'évoquer à plusieurs reprises, que beaucoup de situations sont des cas exceptionnels. Et il faut quand même éviter de faire de certaines actions, de faire de certains parcours, des situations qui ont été rencontrées massivement par les acteurs de cette période. Et donc, il faut essayer de remettre au minimum en perspective et donner à voir l'horizon, dans la formule que j'ai utilisée. C'est-à-dire, voilà, essayer de savoir exactement ce qui s'est passé après pour essayer d'évaluer réellement le caractère particulier et la généralisation possible de ce qui a pu être repéré, de ce qui va être travaillé avec les élèves. Ce qui est possible, en revanche, c'est de ne traiter que de la résistance à la déportation de répression, que de la résistance à la déportation d'extermination. C'est suivre un parcours individuel ou un parcours collectif.
c'est privilégier le cadre français ou adopter le cadre européen et s'y tenir. Donc là, les expériences des années précédentes montrent que les jurys, qu'ils soient départementaux, académiques ou nationaux, ont le souci que le thème soit abordé par des angles qui peuvent être différents de façon partielle, mais qu'il y a quand même un éventail de possibles assez large. Alors, je vais vous proposer quelques pistes de réflexion à partir voilà, d'éléments à la fois d'information et puis en m'appuyant sur quelques exemples documentés. Alors, parmi les sources qui peuvent être utilisées, au besoin, je transmettrai les éléments bibliographiques pour que chacun puisse les avoir à disposition. Donc, on a quelques publications plus accessibles, notamment avec les élèves, parce qu'on est sur un sujet qui est quand même un petit peu ardu, malgré tout. Donc, on a voilà, quelques ouvrages qui permettent d'accéder soit à la déportation de façon générale ou à la résistance, donc des ouvrages qui sont disponibles. Quand il s'agit de la déportation, donc de répression, il y a une somme. Alors là, on est plutôt dans le cadre d'un ouvrage universitaire, l'ouvrage de Niklaus Wachmann, Kael, donc qui est vraiment la somme sur le système concentrationnaire nazi. Et puis sur la particularité de la résistance dans les camps de concentration, un ouvrage ancien, mais qui a été réédité. Mais là aussi, un ouvrage qui n'est pas forcément accessible pour les élèves. Et puis, pour ce qui est de la déportation d'extermination, donc 2 ouvrages récents parmi les très nombreux qui sont parus, qui continuent à apparaître, voilà, qui peuvent être là aussi que des sources intéressantes, des sources de documentation aussi. C'est notamment le cas de celui qui est présenté à gauche. Et puis, vous avez différentes sources. J'ai parlé du dossier national, bien évidemment, mais les différents partenaires qui s'impliquent dans le concours ont leur propre production. Il a été présenté la publication des archives départementales de Loire-Atlantique, le réseau du musée de la Résistance nationale. Eric, t'as Oui. pas fait ton partage d'écran, donc on ne voit rien. Ah, pardon. Et donc, effectivement, j'ai oublié une procédure importante. Et donc, c'était pas très grave jusqu'à présent parce que j'ai montré assez peu de documents, donc je vais juste vous demander quelques instants. Je vais activer le partage d'écran, ce qui sera beaucoup plus intéressant pour tout le monde. Et je vais rebasculer sur... Je vous demande quelques secondes. Je pense que là, vous allez me signaler si les choses fonctionnent correctement. Normalement, vous devez voir apparaître le document. C'est bon. Et je vais basculer donc sur le diaporama. Les choses ont été préparées à l'avance, mais on a oublié l'essentiel. Voilà. Et donc, je vais me mettre en mode présentateur et normalement, tout doit apparaître et je vais rebasculer sur la bonne partie. Et donc, j'en étais je rappelle donc les couvertures simplement pour mémoire des ouvrages que je viens de citer. Et donc, je les évoquerai, je les donnerai en bibliographie dans un deuxième temps. Et donc, j'en étais resté sur le dossier présenté par le musée de la Résistance nationale qui vient en complément de plein d'autres productions réalisées dans le cadre du CNRD. Alors, je vais organiser mon intervention en 4 grands thèmes, donc déporter, pour réprimer et exterminer, résister avant la déportation, donc j'ai associé au verbe agir, résister pendant la déportation, tenir, résister après la déportation, vivre avec, et puis évoquer quelques autres ressources. Alors, déporter, je ne veux pas non plus être trop long, parce que je dirais que c'est un des thèmes pour lequel l'accès à l'information et à la documentation est la plus importante. Voilà, c'est rappeler qu'il s'agit de transférer des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants vers des camps de concentration ou des centres de mise à mort répartis sur l'ensemble de l'Europe sous occupation nazie. Donc même si ces camps sont concentrés dans les espaces qui correspondent pour l'essentiel au Grand Reich, et donc ces transferts se font le plus souvent par voie ferroviaire, et pour pas dire presque exclusivement, et avec une documentation qui permet de se rendre compte des conditions dans lesquelles les transports peuvent s'opérer. Comme ça a été montré notamment au travers de l'album d'Auschwitz, cette documentation des transports s'arrête à l'entrée des camps ou avant les chambres à gaz. Et voilà, on peut de cette manière pouvoir faire comprendre aux élèves plus facilement de quoi il est question au travers de ces documents relativement nombreux. Rappelez aussi que ces transports peuvent être relativement longs, sont extrêmement organisés. Pour autant, les transports de déportation ne sont pas forcément prioritaires. Dans la masse des trains qui circulent dans l'Europe occupée par les nazis,
les transports militaires sont massifs et les transports de déportation sont finalement assez peu nombreux. Donc, il n'y a pas forcément besoin de leur donner une priorité pour qu'ils le circulent. C'est l'ensemble des convois que les organisations nazies essayent de faire circuler dans l'ensemble de l'Europe. Mais les exemples qui peuvent exister montrent bien que des moyens parfois importants ont été mobilisés pour que les trains de déportés arrivent bien à destination. Pour ce qui est des convois de déportation d'extermination, l'Atlas de la Shoah permet d'avoir des informations extrêmement précises sur les trajets qui ont été suivis par les déportés pour se retrouver jusqu'au lieu où, pour les déportés d'extermination, c'est la mort qui les attendait. Pour ce qui est plus globalement la question de qu'est-ce qu'un déporté, je vous renvoie aussi à cet ouvrage qui est paru il y a quelques années. Là aussi, je ne vais pas m'arrêter très longuement puisque c'est un thème sur lequel il est assez facile de retrouver des informations. Je m'arrêterai quelques instants en revanche sur une difficulté au niveau de la documentation qui a sans doute généré de la frustration chez ceux d'entre nous qui ont essayé de faire des recherches pour préparer le thème de cette année. C'est qu'on trouve finalement pas mal d'archives où il est question de la déportation. Et quand on s'intéresse à la déportation en France, beaucoup de ces documents concernent en fait le service du travail obligatoire, puisque lorsque la résistance dénonce la déportation, quelles que soient les modalités d'évocation de cette déportation, il s'agit le plus souvent du transfert jusqu'en Allemagne. Et le terme de déportation est utilisé au mieux dans sa globalité, intégrant les déportés tels qu'on les envisage aujourd'hui, mais très souvent, c'est bien uniquement les requis du STO dont il est question. Donc là, il y a une vigilance à avoir lorsqu'on utilise les documents et à bien vérifier qu'il est bien question des déportés qui sont au centre du thème du CNRD de cette année. Alors, résister à la déportation, c'est agir avant, c'est rappeler que voilà, qu'il y a, et on est vraiment au cœur du sujet, et peut-être la nouveauté du sujet par rapport à la deuxième partie qui a pu être traitée par ailleurs, c'est d'abord faire savoir. Alors, cette idée de faire savoir, elle remonte dès les années 30, où des informations remontent sur ce que sont les camps de concentration. Et donc, les anti-nazis allemands et autrichiens qui sont réfugiés en France, par exemple, essayent de faire connaître à la population française la réalité des camps nazis au travers de témoignages qui sont assez précis. Et ils contribuent à donner une première image de ce que peut être le système concentrationnaire qui n'a pas encore connu le développement qu'il aura durant la période de la guerre. Ces informations sont réactivées au moment de l'entrée en guerre, avec ici cet article publié dans Match le 11 janvier 1940, et donc qui dénonce ce que sont les camps de concentration nazis. Mais finalement, les informations sont limitées à ce que pouvait être et ce que l'on pouvait savoir des camps jusqu'à la fin des années 30. Ce qui explique aussi, par exemple, en Pologne, la volonté de savoir ce que sont les camps de concentration qui sont ouverts sur les territoires polonais au moment de l'occupation par les nazis. Et donc, c'est le cas de Pilecki qui va se faire arrêter volontairement pour être interné à Auschwitz et pouvoir donner des informations sur ce qui s'y passe. Cette situation particulière est intéressante parce qu'elle a donné lieu à un ouvrage d'historien, mais elle a aussi donné lieu à une bande dessinée qui peut être une manière d'aborder cette question peut-être plus accessible pour les élèves et notamment pour les collégiens. Ces informations sur les camps de concentration vont faire aussi que pendant la guerre, lorsqu'il va être question des camps de concentration, on va avoir du mal à savoir exactement de quoi ils retournent. Et donc, les premières informations qui vont apparaître vont à la fois être fondées sur ce que l'on savait des camps avant et sur les informations qui commencent à remonter par différents biais. L'un des exemples de cette difficulté à percevoir à l'époque, mais aujourd'hui encore, ce qu'est la connaissance des camps, c'est Défense de la France, le numéro 39 du 30 septembre 1943, qui produit une série d'articles sur les camps de concentration et notamment sur Auschwitz, et qui montre en première page des photos, alors qu'il y a des photos qui ont pendant très longtemps été mal interprétées par ceux qui utilisaient cette source,
en indiquant que c'était des images de camps de concentration. Ce sont en fait des prisonniers de guerre soviétiques d'un côté et des enfants victimes de la famine en Grèce, mais qui rentrent en résonance avec ce que l'on a pu apprendre des camps après la guerre. Donc voilà, il faut aussi toujours faire attention aux sources que l'on utilise et aux biais qui peuvent exister et donc amener parfois des interprétations peut-être un peu trop hâtives. Malgré tout, des informations vont continuer à remonter par différents biais, et donc des journaux comme les Lettres françaises ou comme Franc-Tireur vont notamment donc insister sur le camp d'Auschwitz avec un regard un peu particulier, puisque c'est notamment au travers de la situation des 230 femmes qui sont déportées à Auschwitz en janvier 1943 que l'on va parler de ce camp. Donc finalement, on va parler d'un camp qui est aujourd'hui connu d'abord comme un centre de mise à mort, par le biais d'un camp de concentration où se sont retrouvées des résistantes françaises. Donc là aussi, ça contribue aussi à une forme de confusion et à une perception très difficile de ce qu'est la réalité de ces camps de concentration, même si on insiste sur le fait que la mortalité y est très élevée. Alors pour ce qui est du génocide des Juifs, là aussi plusieurs ouvrages, certains plus anciens, d'autres plus récents, permettent d'avoir une idée de quel était l'état de connaissance et quelles ont été les sources d'information. Et donc, cette question est importante parce que parmi les exemples que l'on cite de résistance à la déportation, il y a par exemple cette grève qui a lieu à Amsterdam le 25-26 février 1941 suite à une action contre les Juifs d'Amsterdam. Il y a une grève qui est déclenchée, qui mobilise énormément de personnes. Est-ce que pour autant, c'est une grève contre les déportations? C'est une grève qui montre qu'une partie de la population des Pays-Bas est indignée par le traitement qui est infligé par l'occupant nazi aux Juifs d'Amsterdam. Donc c'est une protestation contre la persécution. Mais à ce moment-là, la solution finale n'est pas encore lancée. Les déportations d'extermination n'ont pas encore commencé. Et donc, on est plus dans une réaction de refus de la politique antisémite des nazis aux Pays-Bas et pas d'une véritable résistance aux déportations, puisqu'on n'a pas forcément l'idée que les Juifs qui ont été raflés vont pouvoir être envoyés dans les centres de mise à mort. La question peut se poser de la même manière au moment où le port de l'Étoile jaune est imposé en zone nord, et avec notamment ces étoiles que l'on évoque souvent, qui sont portées par ceux qui vont être désignés comme les amis des Juifs. C'est d'abord une réaction face au marquage d'individus, face à la volonté d'exclure certaines personnes du reste de la population en les désignant par l'étoile comme juifs, donc devant être mises à l'écart. Que la rafle du Veldiv n'a pas encore eu lieu. Alors bien sûr, certaines protestations sous cette forme seront renforcées par le déclenchement de la rafle, mais les premières sont liées tout simplement à une réaction de solidarité humaniste vis-à-vis de personnes qui sont persécutées. Donc là aussi, faire attention de ne pas peut-être forcer un peu le trait et de considérer que des actes qui sont de véritables actes de résistance, qui montrent bien un positionnement très clair face à l'antisémitisme des nazis ou des collaborateurs français en ce qui concerne le cas de la France, ne sont pas pour autant une résistance à la déportation. Et la question va se poser aussi lorsque les rafles vont commencer à la fois en zone nord et des rafles où on comprend bien, si on essaye de lire les événements, que c'est la mort qui peut attendre les personnes. C'est le cas notamment quand on rafle les enfants. Tant que des adultes, hommes adultes sont arrêtés, on peut encore se dire que ce sont des camps de travail qui attendent peut-être ces personnes raflées. Quand ce sont des enfants ou des personnes âgées, le doute existe. Pour autant, est-ce qu'on a véritablement conscience du sort qui attend ces personnes, le côté inconcevable ou la volonté d'espérer malgré tout fait aussi que voilà, lorsque l'on s'oppose à ces rafles, lorsqu'on s'oppose au traitement qui est infligé aux enfants, lorsque l'on dénonce la séparation des parents et des enfants, est-ce que pour autant on résiste à la déportation? On résiste à un processus qui est une étape vers la déportation, mais est-ce que pour autant on a conscience de résister à la déportation qui va conduire à la mise à mort? Peut-être la déportation vers des camps de travail, mais peut-être pas la déportation telle qu'on la connaît après le travail des historiens. La question peut se poser de la même manière
à travers des protestations par certains évêques de France, qui sont d'abord choqués pour le traitement qui est infligé à d'autres êtres humains. Et bien évidemment, on peut supposer que s'ils ont une conscience ou s'ils avaient une conscience très précise du sort qui attendait les Juifs, leur protestation aurait été la même, peut-être encore plus virulente. Ça ne minore en rien leur protestation, mais est-ce que pour autant il y a résistance réellement à la déportation? Les mentions, les protestations, la volonté de faire savoir, de prévenir, va malgré tout devenir de plus en plus précise et va intégrer dans le discours le risque de mort. On le voit apparaître progressivement dans les journaux de la résistance en France. Je cite deux exemples ici, l'extrait du journal Libération. Et puis, c'est là où les alertes vont être les plus explicites, c'est notamment le cas de la presse résistante juive. Ici, Fraternité est très clair, dénoncer les atrocités racistes, c'est déjà lutter contre les déportations. Et dans l'esprit des rédacteurs de ce journal, il est très clair que les déportations, c'est la mort qui attend les Juifs de France qui sont déportés par les convois qui se succèdent à un rythme soutenu maintenant. Les différents journaux de la résistance juive font remonter des témoignages de plus en plus précis, y compris dans les chiffres donnés, sur le génocide qui a quasiment terminé sa première phase au moment où cette publication paraît, donc en avril 1943. Et donc, on retrouve également des informations de plus en plus précises, avec ici, par exemple, Radio France, donc journal qui est fondé sur l'écoute des radios alliées, qui dénonce aussi l'enfer de nazis et qui incite à venir en aide aux Juifs de France pour qu'ils puissent échapper finalement à la mort. Alors, agir, c'est aussi devenir clandestin, et là se pose la même question toujours. Entrer dans la clandestinité, est-ce pour autant résister à la déportation ou fournir des faux papiers à des Juifs persécutés? Est-ce aussi lutter contre la déportation? Alors, pour les Juifs persécutés, à partir du moment où la déportation est quasiment le sort qui attend tout Juif arrêté, on peut répondre par l'affirmative. Pour des résistants, c'est beaucoup plus délicat. Lorsqu'on fournit des faux papiers à un résistant, c'est simplement pour lui, permettre un peu facile, c'est pour lui permettre de continuer la lutte de la manière la plus efficace possible en évitant d'être identifié. Donc là aussi, la carte d'identité, selon le contexte, selon la personne, selon le moment, elle n'a pas forcément le même impact et on peut parfois dire, et parfois beaucoup moins, et parfois pas du tout, dire qu'il s'agit d'une forme de résistance à la déportation. Dans le cas de Charles Lederman ici, Charles Lederman est quelqu'un qui va s'impliquer très fortement pour venir en aide, notamment aux enfants juifs. Il va rencontrer Monseigneur Saliège pour lui faire comprendre que voilà, il faut qu'il intervienne et qu'il fasse entendre sa voix pour dénoncer les persécutions qui s'intensifient contre les Juifs de France. Et donc, lui a besoin de papiers d'identité parce qu'en tant que juif, s'il est arrêté et identifié en tant que tel, c'est bien la déportation qui l'attend, même si il est ici, il a cette carte aussi en tant que résistant. Ces faux papiers vont nécessiter une forme d'industrialisation parce que, bien évidemment, les effectifs concernés vont être de plus en plus importants au fur et à mesure que les mesures amenant la déportation vont montrer leur efficacité. Que ce soit pour les résistants que pour les juifs, eh bien, il va falloir fabriquer en nombre de faux papiers d'identité au point que des manuels vont être publiés. Donc, c'est le cas ici d'une publication clandestine qui donne des conseils de bon sens et qui indique notamment qu'il faut essayer de fournir un jeu de papier suffisamment crédible et suffisamment varié pour que l'identité soit accepté par les autorités qui ne manquent pas de contrôler sans cesse. Et donc, voilà, c'est aussi une manière de lutter contre les déportations dans les limites que j'ai posées il y a quelques instants. Je voudrais juste, sur ce point précis, terminer par un dernier exemple. C'est le cas d'Oskar Brozowski, qui donc un jeune étudiant qui, au Chambon-sur-Lignon, va mettre à profit des talents de faussaires pour fabriquer de très nombreux papiers d'identité et il va contribuer à
a sauvé de nombreuses personnes qui, sans lui, auraient pu être identifiées en tant que juives et pouvoir être ensuite déportées. Donc là, dans ce cas précis, dans le contexte du Chambon-sur-Lignon, on peut bien évidemment parler ici de résistance à la déportation. Et puis la question, plus largement, va se poser aussi dans le cadre du sauvetage des enfants. Voilà, un enfant qui est caché, à partir du moment où on déporte les enfants juifs, clairement, c'est une forme de résistance à la déportation. Et on peut le repérer, par exemple, dans ce court témoignage, où dans le dernier paragraphe, il est indiqué que voilà, deux enfants d'une même famille sont pris en charge, sont accueillis et sont protégés, mais que le troisième, malheureusement, va pouvoir être arrêté, va être déporté. Donc là, très clairement, ces enfants qui ont été cachés, eh bien, c'est juste qu'ils les ont pris en charge. C'est le nom qu'on peut leur donner, qui correspond bien à cette situation, même s'ils n'ont pas forcément reçu le titre, ont bien résisté à la déportation, puisqu'ils ont bien contribué à sauver 2 des enfants sur les 3. Alors, c'est aussi passer les frontières. Résister à la déportation, c'est essayer de trouver une zone sûre. Alors, c'est passer la ligne de démarcation. Donc, pour les résistants, c'est essayer d'échapper au contrôle des Allemands tant qu'ils n'occupent que la zone nord. C'est aussi se confronter à la police, à la gendarmerie française qui, pour des raisons parfois identiques, parfois différentes, fait la traque aux résistants. Et donc, voilà, au moins la ligne de démarcation a pu être un moyen de se protéger plus ou moins. La question s'est aussi posée pour la zone d'occupation italienne qui, au moins jusqu'en septembre 1943, avant que les Allemands n'occupent la zone d'occupation italienne, certains des Juifs de France qui après le déclenchement des rafles, on considérait que la zone d'occupation italienne pouvait être un havre, une manière de pouvoir échapper. Eh bien, se sont retrouvés avec de nouveau les Allemands, et ça s'est traduit pour beaucoup par des arrestations et par des déportations. Alors bien évidemment, passer les frontières, c'était notamment franchir les Pyrénées. Alors, ce qui a été l'objet à la fois de résistants et de juifs, donc des filières sont organisées. Là aussi, alors, pareil pour les Juifs de France, où la déportation et le sort qui les attend s'ils se font arrêter, le passage de la frontière est bien une forme de résistance à la déportation. Pour les résistants, c'est plus compliqué. On a des résistants qui pourraient être arrêtés et qui peuvent chercher un abri en passant la frontière. Beaucoup de ceux qui passent la frontière vont devenir des résistants après, notamment en essayant de rejoindre l'Afrique du Nord ou Londres. Et puis, on a aussi des requis du STO qui, ne voulant pas être envoyés en Allemagne, risquant d'être peut-être envoyés quand même comme requis du STO en Allemagne ou pouvant être déportés comme réfractaires, ont choisi de passer en Espagne avec l'idée de peut-être rejoindre les forces françaises en Afrique du Nord et de s'engager dans la lutte. Donc là aussi, c'est pour ça que j'évoquais que il faut vraiment regarder les parcours particuliers pour essayer d'identifier clairement si le passage en Espagne s'inscrit dans une volonté de résister à la déportation ou non. Le passage en Espagne en tant que tel ne suffit pas pour avoir la certitude qu'il s'agit bien d'une forme de résistance à la déportation. Et donc, cette résistance, quand elle existe et quand elle concerne bien des gens qui essayent d'échapper à la déportation, elle s'inscrit forcément dans toute une organisation de résistance, notamment, c'est le cas pour les passeurs. Alors, les passeurs ont des profils très, très différents, de ceux qui se font payer et qui dénoncent parfois, malheureusement, ceux qu'ils devraient faire passer, jusqu'à ceux qui le font de façon tout à fait dévouée et bénévole. Et donc, on a quelques ouvrages qui essayent de restituer à la fois le côté très beau de certains engagements et le côté un peu plus sinistre d'autres. Et puis, bien évidemment, pour la suite, eh bien, certains de ces évadés par l'Espagne vont connaître une histoire qui va les ramener dans d'autres camps, mais là, je ferme la parenthèse. Et voilà, suivre des parcours, c'est aussi le moyen de savoir si on est vraiment dans le sujet ou pas. Et il faut vraiment être vigilant à ce niveau-là, notamment quand il s'agit du passage des Pyrénées. Le passage vers la Suisse est peut-être un peu plus facile dans le sens où il va concerner plus spécifiquement les déportés, les Juifs de France menacés par la déportation.
Les effectifs restent quand même faibles, hein, c'est quelques milliers de personnes au mieux, c'est un peu plus d'un millier d'enfants. Et donc là aussi, vous avez quelques ouvrages récents qui permettent d'avoir des précisions sur ce point, en sachant aussi que les autorités suisses n'ont pas toujours facilité les choses et qu'il a fallu la mobilisation d'organisations juives, mais pas seulement, d'organisations chrétiennes et laïques qui ont apporté leur secours pour organiser des filières, pour se rapprocher de la frontière suisse et ensuite permettre le passage. Et parmi ces grandes figures, il y a bien sûr Marianne Cohn, voilà, qui va perdre la vie du fait de son engagement. Et puis, quand il est question du passage de frontière, on ne peut pas négliger non plus que la volonté de rejoindre le Royaume-Uni, soit par mer, soit par les airs. Mais là encore, il s'agit de passage pour les résistants. La plupart de ceux qui s'enfuient ou qui regagnent le Royaume-Uni après avoir été en mission en France, voilà, ils peuvent être menacés par la déportation s'ils sont arrêtés. Ils peuvent aussi être menacés par l'exécution. Ils peuvent être aussi craindre la torture. Voilà que lorsque Raymond et Lucie Aubrac quittent la France, il est difficile de dire si l'un ou l'autre est arrêté, le sort qui leur aurait été réservé. Donc là, il y a toujours cette interrogation, encore une fois, sur quel est est-ce qu'il y a la déportation comme horizon pour définir s'il y a résistance à la déportation ou pas. C'est aussi s'évader. Alors là, s'évader, on est peut-être plus dans un terrain un petit peu plus sûr, en tout cas pour les résistants. On peut prendre l'exemple des évasions du 22 juin 1942 à Compiègne. On a des résistants qui arrivent à creuser un tunnel, qui arrivent à s'évader. Alors, ils sont dans un camp où la menace peut être aussi l'exécution, mais des convois commencent à partir en 1942. Et puis, il y a surtout quelques jours plus tard le convoi du 6 juillet, dans lequel ceux qui ont réussi à s'évader se seraient sans doute trouvés. Donc, cette évasion, c'est aussi une manière d'échapper à la déportation. Et cette évasion, elle ne concerne malheureusement que quelques internés du camp. Il y a eu un projet d'évasion collective, mais les risques de fuite ont fait que de connaissance du projet étant trop important, c'est finalement un nombre limité d'évadés qui réussissent à s'extraire et donc à échapper au convoi de déportation qui devait les menacer. Un processus identique a eu lieu au camp de Drancy, donc qui a fait l'objet d'un hommage avec cette stèle. D'ailleurs, ce tunnel est menacé parce qu'il a bien sûr été construit avec des moyens qui étaient relativement précaires. Et donc, il y a un risque d'effondrement et de disparition. Mais donc, on a aussi le même projet avec un creusement, parce qu'on sait très bien que c'est la déportation qui est au bout de la plupart du séjour des internés du camp de Drancy. Malheureusement, pour ceux qui creusent ce tunnel, leur projet va être connu et le tunnel ne va pas pouvoir être achevé. Mais voilà, clairement ici, le projet d'évasion s'inscrit clairement dans une tentative de résistance à la déportation. Ces évasions aussi peuvent exister lors du transfert jusqu'au convoi. Ça va être le cas de quelques individus. Alors, ça reste limité de ceux que l'on transfère, par exemple, du camp de Compiègne jusqu'à la gare. Alors, il faut aussi signaler, et on le voit très bien sur cette image, que l'occupant nazi va mettre des moyens importants, alors qui ne sont pas non plus colossaux, mais suffisants pour que les tentatives d'évasion soient très, très difficiles. On a une organisation très efficace qui est mise en œuvre. Et là aussi, c'est une manière de répondre peut-être aux interrogations des élèves qui se demandent mais pourquoi on n'est pas parti? Déjà parce qu'on ne savait pas forcément ce qui attendait, on n'avait pas forcément une conscience de ce qui pouvait exister à la fin du voyage. Pour les internés du camp de Drancy, le terme de Pichipoy illustre bien cette incertitude. Et donc, il y a quelques évasions avant de monter dans les convois, mais finalement assez rares. Quant aux évasions lors du transport lui-même,
Là aussi, les conditions sont difficiles parce que les Allemands sont quand même bien organisés. Il y a malgré tout des tentatives qui existent. Il y a quelques déportés qui arrivent à monter dans les wagons avec quelques outils ou semblants d'outils qui permettent d'attaquer les parois, d'attaquer les planchers, d'essayer de pouvoir faire des passages. Il y a également des opportunités, peut-être des faiblesses du matériel. Et puis, il y a aussi un élément qui doit être pris en compte, c'est que parfois, ce sont les autres occupants du wagon qui se montrent très réticents et qui font pression sur ceux qui voudraient s'évader, sur le risque qu'ils font courir aux autres. Il faut à la fois avoir du courage, de la résolution pour faire une tentative d'évasion, il faut avoir les moyens, mais il faut aussi avoir une forme de soutien de ceux qui sont dans les wagons et qui acceptent de prendre un risque parce que le message est quand même adressé avant le départ aux déportés que on attend de leur part la plus parfaite obéissance et que tout problème qui serait constaté amènerait des représailles. Et donc, il y a aussi une forme d'autosurveillance qui est parfois aussi efficace que la surveillance des convois par les SS qui sont présents. Malgré tout, il y a des évasions assez spectaculaires. Il y a presque aucun convoi où il n'y a pas des tentatives et des réussites. Il y a quelques convois où les réussites sont plus importantes. C'est notamment le train fantôme, alors qu'il y a un périple sur lequel je ne reviens pas. Là, je pense que la carte suffit à montrer l'errance de ce convoi dans le sud de la France avant qu'il parvienne jusqu'à Dachau. Et on a notamment ici une plaque qui rappelle que 70 personnes arrivent à s'évader lors d'un arrêt avec la complicité de la population, mais il faut savoir qu'on est en août 1944, et donc ça contribue aussi à peut-être à faire que la population s'implique un peu plus. Ça explique peut-être aussi que les déportés eux-mêmes osent davantage en se disant que la libération se profilant, ils ont peut-être plus de chances de s'en sortir s'ils s'évadent. Donc, il faut toujours contextualiser le moment où les événements ont lieu pour comprendre aussi ce qui peut expliquer pourquoi il y a eu évasion ou pas, pourquoi il y a eu résistance à la déportation ou pas. Autre exemple sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est le monument national des évadés des trains de déportation qui est installé en gare de Langeais, donc qui rappelle qu'il y a eu quand même des tentatives assez nombreuses au point qu'il y a une association des évadés des trains de déportation. Et à Langeais, c'est aussi un cas particulier. On est également en août 1944, il y a en gare de Langeais une attaque de l'aviation alliée sur le convoi, et dans la confusion, des déportés arrivent à s'enfuir. Donc voilà, c'est un contexte particulier qui explique cette évasion. Quand on parle de résistance à la déportation, on peut aussi y associer, alors le premier document n'est pas une forme de résistance lui-même, c'est un billet jeté des trains. Alors il y a un côté très émouvant aussi, et je pense que dans les parcours, je pense que vous le faites chaque année si vous participez au concours, cette dimension sensible est à mettre en évidence, et un document comme celui-là est particulièrement fort. Donc heureusement, ce ne sont pas les derniers mots du déporté qui aura la chance de rentrer, mais il arrive à griffonner quelques mots qu'il adresse à sa mère, et donc il le jette sur la voie en espérant que quelqu'un le ramasse. Mais où on peut dire qu'il y a malgré tout une forme de résistance, au moins dans le processus de déportation, c'est la manière dont le billet arrive, puisqu'il est exceptionnellement accompagné d'une lettre. Alors, c'est souvent le billet glissé dans une enveloppe avec une personne qui anonymement dit qu'elle a ramassé le billet éventuellement à tel endroit, mais là, c'est une personne qui dit clairement qui elle est, voilà, mère de 10 enfants, voilà, je suis Madame Bonnet, garde-barrière, avec le lieu précis. Et alors, même si on est en juillet 1944, la guerre est loin d'être terminée, la perspective de la libération n'est pas encore très évidente. Donc, on a vraiment quelqu'un qui s'engage pleinement et qui considère que c'est pour elle un acte important que de ramasser ce billet et de le transmettre à la mère du jeune déporté qui est parti pour l'Allemagne. Alors, se pose la question aussi dans le sujet, arrêter les trains. Et je pense que ça va être une question qui va être posée. Arrêter les trains, on a un exemple en France, c'est celui de Léon Bronchard, qui refuse de s'occuper d'un convoi qu'il est chargé de tirer avec sa locomotive. Alors, c'est un convoi qui est surveillé par des gendarmes français, c'est un convoi en zone sud.
On est en 1942, en octobre 1942. Voilà, donc on est dans un contexte un peu particulier. C'est pas vraiment un train de déportation. Ce sont des détenus. Clairement, c'est un acte de résistance, c'est un acte de refus. C'est le seul acte. Il n'y a pas d'acte équivalent pour les convois de déportation réellement qui sont sous la surveillance des Allemands. Et encore une fois, il ne s'agit pas de désigner les conducteurs de trains français comme des collaborateurs, mais se rappeler encore une fois le contexte et l'organisation extrêmement minutieuse et la surveillance extrême qui est mise en place pour les convois de déportation. Et donc, on voit bien aussi encore une fois, sur ce plan, les moyens qui sont mis en œuvre. Il se trouve que ce convoi va être arrêté à plusieurs reprises par des sabotages et par des accidents, mais malgré tout, on continue à le faire progresser pour l'amener jusqu'à sa destination finale, jusqu'au camp de Dachau. Donc, arrêter un train, même quand on arrive à l'arrêter sans que les cheminots ou sans que les conducteurs du train soient impliqués, pour autant, que le train repart, et je pense que c'est un élément qu'il faut vraiment avoir en tête, arrêter un train de déportation, c'est quasiment impossible vu les moyens qui sont mis en œuvre. Et même au niveau européen, on a très peu d'exemples. Alors, je donne juste ici, avant d'arriver à l'exemple européen, ce train qui est rappelé par le mémorial de Novaï-Sassy en Seine-et-Marne, c'est un train qui est bloqué parce qu'il y a un pont qui est coupé sur la Marne. On fait descendre tous les déportés, on leur fait traverser le fleuve et on les remet dans un nouveau wagon et quasiment tout le monde arrive à destination. Donc on voit bien les moyens mis en œuvre et la difficulté de pouvoir arrêter alors qu'on est dans la dernière partie de la guerre puisqu'on est quelques jours avant la libération de Paris. Et donc quasiment le cas unique européen d'attaque d'un train, c'est le convoi 20 parti de Malines. 3 jeunes résistants qui font partie d'une organisation juive sont résolus à arrêter le convoi, mais j'ai tenu à montrer les moyens qu'ils ont, qu'ils sont conservés à la caserne d'Ossan, qui est le mémorial du camp de Malines. Voilà, ils ont une lampe tempête qui va leur permettre de faire des signaux pour arrêter le train. Ils ont un petit pistolet. Et il y a un moment, les gardes du convoi vont se rendre compte qu'il est attaqué, donc ils vont tirer. Donc, avec leur petit revolver, ils vont pas pouvoir faire grand-chose. Et donc, ils ont tout juste le temps d'ouvrir un wagon et à peine une vingtaine de déportés qui vont pouvoir s'enfuir. Alors, il se trouve que dans ce train, il y a à l'intérieur du train des résistants juifs qui vont réussir à faire des ouvertures et donc près de 200 déportés vont réussir à s'enfuir, mais c'est pas lié à l'attaque du train, c'est le même convoi qui est concerné. Mais finalement, ça montre bien aussi la difficulté d'arrêter un train. La question qui se pose aussi, c'est que faire des déportés qui sortent. Et d'ailleurs, les 3 jeunes ont ont un peu d'argent sur eux pour distribuer aux déportés qui sont arrivés à quitter le wagon en leur disant, en gros, vous vous débrouillez tout seul. Parce que imaginez qu'on arrive à arrêter un train de 1000-1500 personnes, comment prendre en charge autant de personnes? C'est aussi ça qu'il faut il faut prendre conscience de ça pour envisager la difficulté de résister à la déportation en bloquant un train. Malgré tout, l'événement est honoré par une stèle, donc pas loin de l'endroit où cette tentative a eu lieu. Donc finalement, même pour les résistants juifs qui veulent agir et essayer d'empêcher que les convois circulent, finalement, c'est l'engagement dans la lutte armée globale, c'est-à-dire c'est accélérer la victoire contre l'Allemagne nazie, c'est accélérer la libération de la France, qui va être considéré comme peut-être le moyen le plus sûr d'interrompre le processus de déportation, parce que techniquement, c'est très compliqué, voire impossible d'arrêter les convois. Et donc, c'est finalement un combat global qui doit être mené pour essayer d'accélérer la fin de la guerre. Et donc, on le retrouve ici, par exemple, dans ce tract qui montre bien que voilà, on dénonce les déportations, mais qu'en gros, l'objectif, c'est de libérer le territoire. Et c'est comme ça qu'on mettra fin à la fois à la répression, aux exécutions, aux déportations, et qu'on pourra enfin mettre fin à ce processus. Alors, je vais passer assez vite pour terminer sur résister pendant la déportation, donc tenir.
Là aussi, beaucoup de publications ont été produites, notamment quand le thème portait sur résister dans les camps nazis. On a notamment un ouvrage qui est important, qui est L'organisation de la terreur de Wolfgang Sowski, qui est un sociologue, mais qui fait une analyse extrêmement fine des mécanismes qui sont mis en œuvre à la fois par les nazis, mais aussi par ceux qui essayent de lutter contre eux à l'intérieur des camps. Et donc, les formes de résistance sont extrêmement variées. Là, je vous donne juste un échantillon. Bah, c'est essayer de tenir, c'est rester un être humain, avoir ce petit carnet ici qui, derrière le numéro, essaye de restituer la véritable identité des personnes et jusqu'à leur adresse, avec l'idée de peut-être se retrouver après la guerre, mais aussi peut-être d'aller prévenir les familles lorsque les personnes disparaissent. C'est de résister par l'art, par la littérature. C'était aussi le thème d'un beau thème du concours il y a quelques années. Donc ici, de façon étonnante, la dessinatrice ici ne figure pas les visages, non pas par précaution, mais parce qu'elle se trouve pas assez habile pour dessiner les visages. Ça a la vertu quand même que si le dessin était trouvé, on n'identifie pas les détenus. Un autre document, je le trouve là très, très, très fort aussi, une petite pochette à pain de Geneviève de Gaulle, sur lequel elle a réussi à pouvoir broder son parcours. Et la résistance ici, elle est dans le fait que le parcours n'est pas terminé, il y a encore de la place pour l'après. Donc même si elle est dans une situation terrible, comme l'ensemble de ses camarades, même si elle est à l'isolement, elle laisse quand même une place à l'après. Voilà, c'est aussi une forme de résistance individuelle que je trouve très, 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 très parlante. C'est malheureusement aussi le fait que cette résistance, elle doit faire face aussi à un régime de répression permanent. Et donc là aussi, il faut rappeler le contexte et ce que signifie résister dans les camps nazis. C'est une autre forme de résistance à la déportation, mais qui s'opère forcément dans un contexte totalement différent. Et cette résistance, elle a quand même donné lieu à beaucoup de productions. Alors, beaucoup à l'échelle du nombre de déportés, c'est bien sûr minime, mais malgré tout, les musées de France et d'Europe, les mémoriaux des camps en Allemagne ont pu récupérer énormément de documents sur lesquels il est possible de travailler avec les élèves et de pouvoir, quand c'est possible, restituer le parcours des auteurs. C'est aussi une résistance organisée qui n'est pas seulement individuelle. Et je fais référence ici notamment au comité des intérêts français qui se met en place à Buchenwald, avec donc en liaison avec la résistance internationale du camp, donc résistance qui a été très bien évoquée par le livre d'Olivier Lalieu. Et donc on a là aussi une volonté d'essayer de collectivement de venir en aide, alors non pas aux Français, mais à une partie des Français. C'est toujours le dilemme et la difficulté de cette situation, c'est qu'on fait avec les moyens que les nazis donnent ou que l'on arrive à se donner face à la répression nazie dans les camps. Donc malheureusement, on ne peut pas sauver tout le monde. Et ça a été l'objet de débats, d'ailleurs, parfois entre déportés, même après la guerre. Et donc le livre d'Olivier Lalieu est très, très intéressant pour cela. Et puis, c'est aussi, bien sûr, des résistances dans les centres de mise à mort. Et là encore, le processus mis en œuvre, que vous connaissez très bien, doit être rappelé aux élèves. Il y a peu de possibilités d'en réchapper. Malgré tout, il y a quelques révoltes qui vont éclater. La révolte de Treblinka, elle est connue par quelques témoignages, mais on a un document qui est la fumée de l'incendie que les émeutiers vont réussir, que les révoltés vont réussir à déclencher dans le camp. Et puis, c'est bien évidemment les résistances dans le centre de mise à mort d'Auschwitz-Birkenau, avec ces textes qui sont laissés à proximité des crématoriums pour dénoncer l'extermination en cours, même si ces textes parfois vont au-delà de simplement le récit de ces événements. Et puis, c'est les quelques photos aussi sur lesquelles il est possible de travailler avec les élèves, en insistant bien sur le fait que ce sont des documents exceptionnels et que ce sont des documents qui n'ont pas non plus permis de connaître à l'extérieur. On les a utilisés après, mais sur le moment, c'est d'autres sources qui ont permis d'avoir des informations et d'autres sources qui n'ont pas forcément été comprises ou qui n'ont pas forcément été admises telles que ceux qui les avaient produites l'espéraient. Et puis, résister à la déportation, c'est aussi tenir le coup pendant les marches d'évacuation. Là aussi, la solidarité qui existe dans les camps, elle est nécessaire aussi pour
pour essayer de tenir lors de ces marches de la mort, une solidarité qui éclate aussi parfois parce que les groupes qui avaient pu se constituer dans les camps vont être dispersés par des évacuations qui ne se font pas forcément d'un seul bloc. Voilà, donc là aussi, c'est des parcours individuels qui permettent de montrer en quoi il y a résistance ou pas, ou une résistance individuelle ou collective. Et puis, c'est une résistance qui va aussi s'exprimer jusqu'au moment de la libération même. La plupart des déportés, finalement, ne sont pas des acteurs de leur libération, déjà parce que leur état physique ne le permet pas. C'est aussi pour ça que parfois on parle d'ouverture des camps, mais malgré tout, les déportés qui voient arriver les troupes soviétiques, américaines ou britanniques ont bien le sentiment d'être libérés. Et dans certains cas, on a quand même des déportés qui participent à leur propre libération, là aussi dans des contextes très particuliers. C'est le cas des détenus espagnols de Mauthausen, c'est le cas de détenus de Buchenwald également. Voilà, on a peu d'exemples, mais des exemples qui méritent d'être évoqués. Et donc, on en arrive à ce dernier point qui est aussi une manière de dire que résister à la déportation, c'est un point qui doit aussi se projeter sur l'après. Et ça a été une volonté de la Fondation pour la mémoire de la déportation. Peut-être que la Fondation pour la mémoire de la résistance avait une vision du thème qui s'arrêtait à la résistance avant la déportation. La Fondation pour la mémoire de la déportation a tenu à ce que la résistance soit aussi pensée dans les camps, mais aussi après, parce que résister à la déportation, c'est aussi sortir des camps en étant si possible pas brisé, et en rappelant aussi le souvenir de ceux qui sont morts. Et donc, elle a continué après. Alors, parfois, de façon assez surprenante, le après a commencé avant, si je puis me permettre cette expression. On a ici, par exemple, un déporté qui, pour tenir, alors dans des circonstances particulières qui lui permettent d'avoir un peu de papier, d'avoir un peu de temps pour dessiner, qui envisage des timbres commémoratifs alors qu'il est encore détenu à Buchenwald. On a même un projet de monument qui va être installé à Buchenwald, donc juste après la libération, et puis les serments qui peuvent aussi être lus avec les élèves et qui montrent bien comment les déportés se projettent sur l'après et considèrent que pour eux qui sont survivants, c'est un devoir de continuer la lutte au nom de leurs camarades qui sont disparus, mais aussi avec la volonté de pouvoir faire que le monde d'après soit un monde meilleur. Ils vont aussi chercher à récupérer, bien sûr, les preuves pour que les procès puissent avoir lieu. Donc, on a aussi des déportés participent à cette collecte. Les armées alliées essayent de récupérer toutes les archives que les nazis n'ont pas pu détruire. Mais il y a cette volonté d'être présent, cette volonté de témoigner également au procès de Nuremberg ici. On connaît bien évidemment l'exemple de Marie-Claude Vaillant-Couturier, mais on a aussi des déportés qui vont témoigner lors des procès des différents camps pour mettre en accusation le personnel des camps qui ont pu être arrêtés. C'est aussi des témoignages. Les témoignages sont précoces. Ce sont des témoignages souvent précis qui sont publiés très tôt. Après, voilà, il y aura une période où les témoignages seront moins nombreux, mais il ne faut pas oublier non plus l'action des associations très actives. D'une part, dans une logique de solidarité, là aussi, c'est continuer à lutter, continuer à résister en s'entraidant, en aidant les plus faibles et en leur permettant de surmonter le traumatisme qu'a pu être l'expérience concentrationnaire ou d'être confronté avec la Shoah. Donc là, il y a deux ouvrages relativement récents donc, qui évoquent les deux grandes fédérations, la FNDR, UNADIF et la FNDIRP. Et puis, c'est ce travail voilà, de mémoire qui a été continué, inscription dans la pierre, participation à la réalisation de monuments un peu partout en France, participation aux cérémonies, mais aussi au pèlerinage sur les sites, et la volonté aussi de préserver les sites et de rendre hommage aux disparus. Et donc voilà, c'est aussi, je pense, une dimension importante. Et finalement, l'engagement dont il était question tout à l'heure des déportés dans le concours a été aussi pour tous, et pour ceux qui le peuvent encore aujourd'hui, une manière de résister à la déportation, faire que, encore une fois, les nazis ne soient pas vainqueurs et que l'on affirme bien leur échec avec la volonté de faire passer un message de fraternité, de paix, de justice que l'on retrouve dans les serments dès 1945 et que les déportés n'ont pas cessé de porter. Et donc voilà, on a résumé par deux documents
documents artistiques, parce que je pense qu'une approche artistique est toujours très riche, et on le voit dans les productions de nombreux élèves. Le monument de Burenwald au Père-Lachaise, souffrance, solidarité, résistance, finalement, les trois étapes qui traversent le thème du concours. La répression et l'extermination qui s'abat sur les déportés, la solidarité qui permet à certains de tenir, la résistance jusqu'à aujourd'hui, y compris voilà, dans ces monuments qui au Père-Lachaise rendent compte de ce qui s'est passé. Et puis, parce qu'il est question de la déportation, le wagon, vous en avez vu quelques exemples, mais qui est aujourd'hui encore choisi souvent comme l'élément symbolique de la déportation en tant que phénomène. Mais le transport, la déportation, le wagon, ce qui a d'ailleurs souvent profondément marqué les déportés, c'est un des souvenirs très forts qui les a hantés souvent jusqu'à la fin de leur vie. Eh bien, ce wagon reste symbolique de la déportation en général. Et ça n'est pas un hasard si Michael Kenna, qui a réalisé un ensemble de photos sur les sites des camps, a été particulièrement frappé et a réalisé cette image de ce wagon témoignant finalement du parcours de ces déportés et des tentatives pour résister et pour faire que, même dans ce contexte, on puisse, ou qu'on essaye en tout cas d'entraver la résistance à la déportation d'une manière ou d'une autre, avec heureusement quelques succès. Je vous remercie. Merci Eric. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou par visio? Pas de questions? Pas de remarques? Bon, bah, si c'est... Il faut appuyer sur le bouton et parler dans le micro. Voilà. Oui, je voulais, Jean-Claude Salomon, je fais partie de l'Association républicaine des combattants. Je ne suis pas enseignant, je suis plutôt élève et je remercie le professeur pour sa conférence. J'ai 88 ans, j'ai vécu cette période et ma maman faisait des faux papiers pour cacher les Juifs à la mairie de Paris. Nous avons été obligés de partir en Côte d'Or. Je porte le nom de Salomon. Ça m'a énormément touché parce que à cette époque-là, pour cette lettre assemblée, S-A-L-O-M-O-N, on risquait sa vie. Et quand je regarde la situation internationale actuelle, c'est très douloureux et les images sont insupportables. On est en Côte d'Or, on a hébergé des enfants juifs et j'avais 1 an ou 2 de plus que ces enfants. J'allais à l'école. Il fallait surtout pas qu'on apprenne qu'ils étaient juifs. On disait qu'ils étaient la famille. Et puis, comme j'avais 2 ans de plus, j'avais 5-6 ans, je suis né en 1935, je jouais au grand frère pour les protéger. Et ça a vraiment été des moments très, très difficiles. Et je porte ça encore aujourd'hui avec beaucoup d'émotion. C'est pour ça que je me suis inscrit dans le jury académique pour faire vivre toute cette mémoire. Au niveau de l'association de laquelle je fais partie, l'association républicaine des combattants, c'est-à-dire qu'elle a été faite en 1917 pour les valeurs de la République, je fais partie du bureau national et tous les mois, on sort un journal et dans ce journal, on a des cahiers mémoire, on fait un travail de mémoire pour que cette période-là ne soit pas oubliée. On a des cahiers mémoire sur le procès avec Marie-Claude Vaillant-Couturier, on a une exposition. Il y a 75 ans, ils ont vaincu la barbarie nazie, etc. Voilà un petit peu
que je voulais dire. J'ai été à Dijon. À Dijon, les cheminots, ils ont eu la tête penchée à la hache à cette époque-là, parce qu'ils refusaient de conduire les trains. Merci. Merci de cette intervention. Y a-t-il d'autres intervenants? Il n'y a pas plus de questions. Oui, Françoise. J'avais une question, c'est pas tellement sur la conférence, mais par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure l'inspectrice d'académie. De qui il est composé en fait le jury académique, puisque c'est nouveau cette année, donc voilà, maintenant je sais qu'il y a monsieur, mais parce qu'en fait on sait pas trop quoi, on sait qui est dans le jury départemental, mais il va y avoir dans le jury académique, qui va avoir la lourde tâche de, de trier les happy few. Enfin, comment ils sont choisis, enfin, accessoirement, quoi. Thierry, C'est tout à volontariat, c'est. l'heure. Parole à Thierry. Le jury académique est composé, excusez-moi, de représentants des 5 départements et présidé par normalement le recteur. En général, par contre, c'est le secrétaire général qui siège en lieu et place de la rectrice, mais c'est des représentants des 5 départements qui siègent. Et donc cette réforme, c'est jusqu'à présent, le jury académique avait un rôle d'enregistrement, faut pas se mentir, juste de ce qui était proposé par les départements. Ils ont voulu reprendre ce qui est, à mon sens, maintenant chacun en pense à ce qu'il en veut, mais ils ont voulu reprendre un peu la main. Ça me paraît positif dans le sens où chaque département, donc il y aura 2 catégories de prix. Il y a les prix que le jury désignera, et donc chaque département a le droit à proposer un prix qui sera de toute façon envoyé au niveau national. Et ensuite, on pourra choisir de 1 à 4 travaux ou devoirs. Et pour ce que j'en lis dans la circulaire académique, on peut choisir, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à 4, mais on peut éventuellement en prendre 4 dans la même catégorie. C'est-à-dire que si, par exemple, on trouve il y a 3 travaux individuels collèges qui sont susceptibles d'aller au niveau national, on peut mettre les 2 autres dans cette deuxième catégorie. Ce qui leur donne une chance d'aller au niveau national qui n'avait pas auparavant. Et en plus, ça donne quand même un rôle plus intéressant, plus important au jury académique. Et comme je vous l'ai dit, jusqu'à présent, regardez les œuvres, regardez si correspondait à ce qui était demandé, mais ne faisait qu'enregistrer ce qui était le travail des jurys délégués des départements. Voilà. Des représentants de chaque département. En général, c'est les inspecteurs ou inspectrices d'académie adjoints. Voilà. Oui. Vas-y. J'en profite tant que j'ai le micro, juste je me posais une question euh, par rapport à la présentation. C'est la présentation, c'est elle est c'est très franco-français. Je me demandais, est-ce qu'il n'est pas possible, mais après, je ne sais pas si c'est facile, mais vu que c'est l'Europe, de faire une comparaison et le rôle qu'avait chaque pays, chaque pays pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands avaient trouvé forcément des collaborateurs. En France, les Vichy. À chaque pays, ils avaient trouvé des relais. Et voir le rôle qu'avaient eu ces forces de collaboration dans l'accompagnement, ou des fois, quelques rares fois, parce que j'ai lu, mais il y avait comment dire, une résistance à la déportation au début, c'est-à-dire qu'ils étaient maréchalistes, mais par contre, par germanophobie, ils ne voulaient pas aller jusqu'au bout. Je ne sais pas, est-ce que ça peut
faire partie, le rôle de Vichy, par exemple, et des forces collaboratrices de chaque pays peut faire partie du sujet, quoi. Alors, oui, bien sûr. Alors après, c'est les moyens mis en œuvre et les collaborations dans les différents pays peuvent être évoqués, bien sûr. Alors c'est vrai que j'ai fait une présentation très française, d'autant plus que j'ai aussi voulu préserver l'intérêt du travail qui a été mené et qui a donné lieu à l'exposition, qui donne un éclairage plus systématiquement européen. J'ai plus voulu travailler sur les problématiques, sur les enjeux, aussi sur les éléments à regarder avec plus d'attention, sur les mécanismes qui peuvent exister. On se retrouve avec le même problème souvent au niveau des autres pays européens, c'est que on n'a finalement pas tant de cas que ça. Ces cas sont le plus souvent des exceptions. Et je reprends l'exemple de l'attaque du train en Belgique. C'est quasiment un cas presque unique en Europe, en tout cas en Europe de l'Ouest. On peut citer aussi l'évacuation des Juifs du Danemark par bateau vers la Suède. On peut l'évoquer, mais c'est un cas qui ne peut pas être transféré à un autre pays d'Europe parce que le contexte est favorable. Les effectifs en jeu sont pas les mêmes que ceux en France, par exemple. On a quelques milliers de Juifs à transférer du Danemark en Suède. La communauté juive en France, au début de la guerre, c'est près de 300 000 personnes. Donc, on est dans des mécanismes, on est dans des circonstances, on est dans des moyens à mobiliser qui ne sont pas les mêmes. Donc, c'est pour ça que j'évoquais le fait qu'on avait affaire qu'à des cas particuliers. On peut trouver des exemples qui sont comparables à ce qui se passe en France en termes, par exemple, d'accueil des Juifs pourchassés. Alors, c'est sans doute sur ce thème-là que le travail est le plus facile à mener et le plus sûr, parce que là, encore une fois, on sait bien que l'horizon, c'est la déportation. On trouve des justes en très grand nombre, et notamment en très grand nombre en Pologne, ce qui peut d'ailleurs aussi un petit peu casser l'image d'une population polonaise antisémite, ce qui fondamentalement est le cas, que l'antisémitisme en Pologne était très présent, mais c'est aussi en Pologne qu'on a un nombre de justes particulièrement élevé, parce que aussi, il y avait tellement de Juifs qui étaient pourchassés et qu'il fallait aider. Heureusement, il y a eu un nombre important de personnes qui ont essayé d'apporter de l'aide de façon insuffisante, vu encore une fois les moyens mis en œuvre par les nazis pour organiser la déportation vers les centres de mise à mort et l'éradication presque totale de la population juive de Pologne. Donc le regard européen, je dirais que c'est une invitation à titre de comparaison, mais je reprends l'exemple des Juifs danois. On pourrait dire, oui, mais pourquoi en France on n'a pas fait comme les Danois? Sauf que je vous ai montré que le passage en Suisse n'était pas facile parce que les Suisses n'avaient pas forcément envie de voir entrer beaucoup de monde sur leur territoire. Le passage de l'Espagne, fallait traverser les Pyrénées, et les témoignages qui sont donnés, c'est que traverser les Pyrénées, même avec des guides, c'est une aventure extrêmement dangereuse. Passer en zone sud, et là je rebondis sur ce qui vient d'être exprimé, quand on a un État qui est collaborateur, le passage de la ligne de démarcation n'est pas un moyen d'échapper à la traque, notamment si on est juif étranger, au moins dans un premier temps, puis quand on est juif de façon générale dans un deuxième temps. Voilà, donc c'est un petit peu la difficulté de cette perspective européenne. Et c'est pour ça qu'en travaillant sur un parcours, soit d'un individu ou d'un petit groupe ou d'un collectif, dans un lieu, on est en terrain sûr. À partir du moment où on cherche à généraliser, c'est beaucoup plus difficile parce que quasiment chaque itinéraire est un cas particulier. Et chaque situation dans les différents pays est presque un cas particulier aussi.
on trouve à la fois des ressemblances, on trouve des enseignements et on peut être dans une démarche comparative, mais toujours avec l'idée que, voilà, est-ce que ce que j'ai pu constater à tel endroit ou pour telle personne peut être applicable ailleurs? Est-ce que ce n'est pas juste voilà, un exemple de ce qu'il était possible de faire dans des circonstances particulières? Alors, je ne sais pas si je réponds à la question. Et puis, il y a l'autre difficulté aussi, c'est que l'accès aux sources. On a des exemples qui sont assez bien documentés, mais finalement relativement peu. Et il est clairement plus facile de le faire dans le cas français. C'est pour ça que je me suis plutôt appuyé sur ces exemples-là. Mais là encore, les exemples français nécessitent minimum de prudence dans l'étude des documents et dans l'analyse des situations. Mais la perspective européenne voilà, en soi est une ouverture intéressante et n'importe comment, elle est forcément inscrite dans le fait que l'on aborde la résistance pendant la déportation, voilà, à moins de se retrouver dans le camp du Struthof, qui d'ailleurs à l'époque est considéré comme un morceau du Reich. On est forcément en dehors des frontières nationales. Après, je ne voudrais surtout pas aussi que mes réserves ou mes mises en garde, je ne sais pas si je dois les appeler comme ça, découragent. C'est un très beau sujet. Il y a quand même de nombreux exemples d'actes de résistance à la déportation bien identifiés, mais on a aussi, y compris dans des exemples qui ont été très valorisés, des réserves à apporter. Je prends l'exemple de Léon Brochard. On voit bien que c'est un refus de faire circuler un convoi, mais ce n'est pas vraiment un convoi de déportation. Donc, si on a une lecture stricte du thème, ce n'est pas forcément un bon exemple. Ce qui n'enlève rien à son acte de courage et à sa posture de refus et de participer d'une manière ou d'une autre à une logique de répression. J'avais une question un peu précise, en fait, qui me vient d'élèves, parce que ils m'ont demandé, parce que j'en ai parlé en cours, s'ils pouvaient travailler sur les 2 évadés à l'origine du rapport Auschwitz. Alors moi, j'avais peur un peu, parce qu'il y a un côté un peu hyper exceptionnel et puis un peu rocambolesque aussi. Et quel serait le regard du jury sur ce type d'exemple qui est quand même très, très particulier et en même temps qui est intéressant pour des élèves, enfin, je veux dire, ça se comprend. Et puis, comme il y a eu un film, ils ont pu le voir, en fait, tout simplement. Oui, et puis j'ai montré une des éditions récentes du rapport de Rudolf Verba, qui est un des 2 évadés, qui contribue à faire connaître ce qui se passe dans le camp d'Auschwitz au moment de l'extermination des Juifs de Hongrie. Oui, c'est un très bon exemple. Alors, ça reste un exemple exceptionnel, mais comme je l'ai dit aussi, quasiment tous les parcours sont des parcours qui ne ressemblent pas vraiment aux autres. Donc, dans ce cas précis, oui, de par à la fois le travail qui est fait pour collecter des informations, les conditions de l'évasion, les moyens qui sont mis en œuvre pour essayer de faire parvenir les informations aux bonnes personnes, et dans le cas d'Urdov Verba, son souci de témoigner, puisque c'est un des témoins forts du film de Claude Lanzmann. Voilà, donc c'est un parcours qui rentre totalement dans le sujet, qui est exceptionnel, mais il fallait un parcours exceptionnel pour réussir à faire sortir les informations qu'il a réussi à produire et à faire passer malgré tout aux dirigeants alliés. Puis je pense qu'il faut aussi une part il faut aussi emmener les élèves, donc que les parcours aient une dimension, dans ce cas, héroïque, et je pense que le mot n'est pas trop fort. Ça participe aussi à l'engagement des élèves. On peut leur montrer que la résistance a un côté très quotidien et fastidieux parfois, et pas forcément très exaltant, mais qu'il y a aussi des histoires qui relèvent presque de l'épopée. Donc,
Voilà, donc je pense que c'est important aussi. D'autres interventions? Bon, bah, s'il n'y a pas plus Je voudrais juste d'interventions. prendre quelques secondes juste pour montrer, j'espère que ça va le faire, ça devrait être bon. Juste les documents que je n'ai pas pu montrer tout à l'heure et je vais les faire apparaître dans une bonne position, je m'en quelques secondes, qui concernent les ressources. Alors je ne sais pas si ça apparaît bien sur l'écran. C'est le cas, oui. Donc je ne sais pas si l'environnement est tout à fait celui que j'espérais, mais voilà. Rappelez que Eduscol aujourd'hui est la source principale d'informations sur le CNRD parce que le portail national n'existe plus. Donc malheureusement, Eduscol n'a pas repris la totalité des informations, mais il est annoncé un enrichissement. Mais voilà, pour l'instant, ça reste quand même une source importante et notamment, ça permet d'avoir accès aux archives du concours, donc notamment au travers des thèmes qui ont pu faire l'objet de traitements les années précédentes. Donc, on a quand même pas mal d'informations qui sont à disposition. La brochure nationale, bien sûr. Les sites des fondations qui portent le concours, Fondation pour la mémoire de la déportation et Fondation pour la mémoire de la Shoah, et plus spécifiquement le mémorial de la Shoah. Et puis, je voudrais aussi le faire d'autant plus que l'exposition ne peut pas être visible sur place, mais vraiment à la fois le catalogue extrêmement riche et qui donne une part importante à la dimension européenne et l'exposition qui peut également être réservée, comme vous l'avez dit, et qui est extrêmement riche. Voilà, je la donne à voir pour celles et ceux qui n'auraient pas la possibilité de le faire encore. Et vraiment, je vous invite à l'utiliser parce que justement, elle arrive à la fois aborder le thème avec une logique qui recoupe aussi ce que j'ai essayé de présenter et qui donne aussi à voir et à comprendre beaucoup d'exemples à la fois français, mais aussi européens. Donc, je tenais aussi à apporter ce complément d'information. Non, c'était juste une question sur la brochure officielle. Est-ce que vous l'avez tous reçue dans vos établissements? Non, parce que moi, nous, on n'a pas reçu non plus. Donc c'est un peu bizarre. La brochure officielle qui est en ligne, c'est vrai qu'elle est accessible en ligne, mais normalement, ils ont dit qu'ils devaient l'envoyer en papier. Alors, Bien mieux de venir. Celle-ci, on l'a si, jamais reçue. Ah si, non, je, non, non, dans mon CD, il n'y a rien reçu. Et l'accueil, non. si je peux répondre, il y a d'une Il y a un difficulté. moyen. Oui, il y a une Comment? diffusion plus restreinte parce que les crédits alloués, comme dans d'autres domaines, ont tendance à être limités. Mais il est possible de la commander à la Fondation de la Résistance ou à la Fondation pour la mémoire de la déportation. Ils peuvent faire des envois groupés. Alors après, je pense qu'ils ont un petit budget, mais sinon, si éventuellement l'établissement peut prendre en charge, ils peuvent en envoyer un certain nombre d'exemplaires. Ils ont un stock. Alors, normalement, tous les établissements devraient être réceptionnaires, mais voilà, il est possible qu'il y ait eu des manques. Mais sinon, le nombre d'exemplaires est limité aussi, hein. Je crois que c'est de l'ordre de 2 par établissement, hein. Donc, même s'ils arrivent, s'il y a un nombre de professeurs important, il faut mieux compter sur la version numérique ou alors faire une demande spécifique auprès de la Fondation de la Résistance qui, en fonction de ses stocks, pourra répondre de façon plus ou moins importante en quantité. Merci. Excusez-moi, est-ce que vous avez une date à laquelle la brochure du musée de la Résistance nationale sera en ligne? Alors, elle est en ligne sur le site du musée de Châteaubriand. Elle est en ligne normalement sur le site de la DSDEN du 94. Je la ferai passer aux organisateurs de la rencontre qui pourront vous l'adresser en pièce jointe, parce que je pense que vous avez tous laissé vos adresses mail, mais elle est accessible, elle est téléchargeable sur le site du musée de Châteaubriand. Très bien, merci. On essaye au niveau du musée de coller à la réalité, mais ce n'est pas toujours évident.
Y a d'autres personnes qui veulent intervenir, que ce soit sur le thème ou sur les à côté du thème? Donc, notamment la partie organisation du concours. Non, au niveau des ressources, je voulais juste préciser que pour les archives départementales de Loire-Atlantique où je travaille, ce document-ci a dû arriver dans vos établissements ces jours-ci. Donc, il est peut-être bloqué quelque part auprès de votre équipe de la direction, vos chefs d'établissement, parce il est parti, il a été posté à l'attention de tous les collèges et lycées du département la semaine dernière. Et il est également téléchargeable sur le site des archives avec ceux des années précédentes. Donc ça, vous pouvez avoir. Donc toujours le livret de présentation des documents et des facsimilés à la fin. Et cette année, on est à environ 16 documents. Et normalement, ça doit correspondre à peu près avec cette journée d'information. Donc sur le site, c'est bon, ça y est. S'il vous plaît, est-ce que je peux intervenir? Je suis en visio. Oui, pas de souci. Oui, bonjour à tous. Anne Morin, au lycée Grand Air à La Baule. Je voulais juste, peut-être vous la préciser, excusez-moi, je n'avais pas entendu, mais je voulais savoir si la conférence de Monsieur Brossard et de façon plus générale, la visio de cet après-midi allait être mise en... C'est enregistré, je crois, ça allait être mis en ligne de façon à ce Tout que à ça fait. puisse être visible par les professeurs qui ne pouvaient pas assister. Ouais, c'est quelque chose que nous faisons depuis quelques années Oui, maintenant, donc ça sera en ligne sans doute demain, si tout va bien. très bien, merci beaucoup. Sur le site du musée, oui. Merci beaucoup. D'autres interventions? Elle est dissipée dans la classe. Juste dernière information, non, il n'y en a pas? Bon, si tout le monde a dit ce qu'il avait à dire, on va arrêter là. Merci Eric, puis merci à tous les intervenants et notamment également à tous les présents ici et ou en visio, puisque c'est la première fois qu'on atteint plus de 40 personnes à cette conférence pédagogique. Et très bien. On espère que la suite sera favorable, évidemment, pour les lauréats du concours au niveau départemental, entre autres. Et une plus grande participation, puisque aujourd'hui, la tendance était en baisse. Bon, bah merci. Bonne fin d'après-midi. À bientôt. Au revoir, Eric. Au revoir.